Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour la rentrée de Politique et Éco. Notre invité cette semaine, Philippe Herlin. Bonjour monsieur. Bonjour. Philippe Herlin, économiste, essayiste, chroniqueur sur or.fr et auteur d'une lettre mensuelle sur les crypto-monnaies publiée par Vauban Éditions. Alors, Philippe Herlin, la France n'a toujours pas de gouvernement depuis le 7 juillet. Cela après la dissolution et les législatives. Est-ce pour vous un motif d'inquiétude, cette absence de gouvernement ? A priori, on pourrait trouver ça sympathique parce que, étant donné que le gouvernement, les précédents gouvernements ne font comprendre des mauvaises décisions, on pourrait se dire, s'il n'y a plus de gouvernement en France, finalement, les Français s'en tireront très bien sans. Le problème, c'est qu'il y a quand même au moins le budget à voter, le budget de l'État, le budget de la sécurité sociale. Bon, s'il n'est pas voté, on peut avoir, j'ai lu le texte d'un constitutionnaliste, on peut avoir une sorte de shutdown, comme aux États-Unis, c'est-à-dire si le budget n'est pas voté, eh bien, au bout d'un moment, l'État ne peut plus... Alors, il ne peut plus lever l'impôt, ce qui serait assez sympathique, mais il ne peut plus non plus payer les fonctionnaires, payer les services publics, ce qui serait plutôt gênant, et avoir un shutdown à l'américaine, quoi. Donc, il va falloir... C'est déjà arrivé. Alors, c'est jamais arrivé en France. D'accord. Aux États-Unis, on connaît. Comment ils ont c'est géré jamais ça arrivé en France, mais techniquement parlant, si le budget n'est pas voté, l'État ne peut plus lever l'impôt. Voilà. Mais c'est prévu par un article de la Constitution française, oui, parce que pour lever l'impôt et pour faire des dépenses publiques, il faut qu'il y ait un budget qui ait été voté par l'Assemblée nationale. S'il n'est pas voté, il n'y a pas de possibilité. Voilà. Aux États-Unis, comment ils ont géré ça, ce shutdown ? En fait, c'est des discussions entre les républicains et les démocrates où chacun joue à se faire peur et joue le shutdown. En fait, c'est un élément de négociation. Et c'est déjà arrivé. Sous Clinton, il y a eu plusieurs jours, je crois presque 2 semaines, de shutdown. Bon, en France, c'est jamais arrivé, mais je veux dire, techniquement parlant, ça peut arriver. Donc, il va falloir de toute façon que le budget soit voté. Et là, on rentre dans les problèmes, parce que comme il n'y a pas du tout de majorité claire, ça va être compliqué. Il n'y a pas de gouvernement qui va le présenter. Voilà. Et là, les difficultés commencent pour les Français, parce que ça risque de se traduire par des hausses d'impôts, quoi. Voilà. C'est le genre de décision qui pourra mettre d'accord pas mal de gens, aussi bien chez les macronistes qu'à gauche, étant donné qu'ils ont décidé d'exclure et les filles et le Rassemblement national, il reste une majorité plutôt qui pend à gauche et donc plutôt qui va vers l'augmentation d'impôts, quoi. Voilà. C'est un peu le risque pour les Français. Alors ça, pas forcément, parce que c'est une idée plutôt LFI, mais par contre, lever de nouveaux impôts, c'est malheureusement un scénario à envisager, quoi. Sur ce laps de temps sans gouvernement, qu'est-ce qu'on pourra observer sur les résultats économiques de la France ? Est-ce que la France en sera mieux sortie ? Est-ce que vous avez une idée de ce qu'on pourra observer sur ce laps de temps sur les résultats de l'économie ? C'est trop court, mais il n'y a pas de... Bon, il n'y a pas eu d'effet parce qu'il n'y a pas eu... Bon. Il n'y a pas eu de changements fondamentaux. Il y a aussi un retour de l'inflation en juillet quand même. Oui, mais ça, c'est pas le fait d'avoir ou pas de gouvernement. En passant, les délais sont trop courts. Non, l'autre élément aussi qu'il faut tenir compte, c'est pas seulement le vote du budget, c'est que Bruxelles a mis la France sous surveillance pour déficit excessif. Et donc ça, il va falloir y répondre. Alors, répondre par un budget, il va falloir réduire le déficit. Et c'est pour ça que, je le redis, moi j'ai plutôt peur d'une hausse d'impôts, parce que faire des réductions de dépenses, c'est toujours douloureux, et il n'y a pas de majorité claire qui aurait été élue sur un programme de rigueur ou de réforme qui puisse imposer plusieurs milliards, 10 ou 20 milliards d'économies, quoi. Voilà. Donc il n'y aura pas de majorité pour ça. Le problème, c'est qu'il y aura plutôt de majorité pour une augmentation d'impôts. Mais la France est sous surveillance, et puis la France a récemment été un peu dégradée par des agences de notation. Donc les investisseurs internationaux qui possèdent plus de la moitié de notre dette, ils commencent à regarder un peu avec un peu d'attente, un peu d'inquiétude, parce que eux aussi, ils attendent quand même qu'un budget soit voté, quoi. Voilà, parce que... On reviendra justement sur la dette un petit peu plus tard au cours de notre entretien, puisque vous avez écrit un papier très intéressant sur le site or.fr. Mais concernant cette procédure pour un déficit excessif lancée par Bruxelles contre la France, c'était déjà en juillet. Où est-ce qu'on en est et comment le prochain gouvernement, puisqu'il va bien falloir qu'il y en ait un,
fera-t-il face à cette procédure? Alors où est-ce qu'on en est? Il ne s'est rien passé. Oui. Parce qu'on a un gouvernement démissionnaire. Alors c'est une structure un peu bizarre d'ailleurs. Parce que oui, ils sont là, mais ils sont plus là. Mais ils sont plus là. Et en même temps, ils sont députés alors que la Constitution interdit à un ministre d'être député. Donc, mais bon, on a une situation un peu baroque. Mais aucune décision n'a été prise. Et là, le problème, c'est qu'il va falloir prendre des décisions. On ne peut pas se contenter de prolonger le budget de l'année dernière en termes de dépenses et de recettes, des déficits, en espérant que la croissance va améliorer les choses. Ça c'est pas possible. Donc il va falloir réduire le déficit parce que Bruxelles le demande et parce que les investisseurs internationaux le demandent aussi. Voilà. Et Bruxelles nous demande d'être en dessous de 3%. On est en 2024 à 5,6%. Voilà. Et le problème, c'est que quand on regarde le déficit sur les 12 derniers mois glissants, sur les mars, avril, mai, il n'y a pas vraiment de réduction, quoi. C'est-à-dire que Bruno Le Maire vous avait demandé de trouver des milliards d'économies, et qu'est-ce qu'il a fait en fait? Et là, il va partir en Suisse. Il a fait des effets d'annonce. Oui, il a fait des effets d'annonce, mais il a annoncé il y a quelques mois un plan de 10 milliards d'économies qui était en fait largement gonflé. Il n'y a rien de concret, malheureusement, quoi. Donc les choses vont, la douloureuse va arriver, quoi. Alors on va revenir un petit peu aussi après sur ce budget, mais cette Assemblée, Philippe Herrlin, sans majorité claire, on a vu apparaître en gros 3 blocs. Un bloc, le Front National, la gauche, le nouveau Front Populaire, et puis un centre qui est plutôt épargné par les élections législatives. Est-ce que vous pensez que Emmanuel Macron a voulu cette situation, ce blocage? Non, je pense qu'il est en train de perdre les pédales parce qu'il est dans une situation encore plus difficile que celle qui précédait. Est-ce que c'est vraiment plus difficile pour lui aujourd'hui? Oui, parce qu'avant, il avait une majorité qui n'était pas absolue, mais qui était relative. Il arrivait à faire passer des textes avec du 49.3. Voilà, que personne ne remettait en cause. C'était le premier bloc largement devant les deux autres. Personne ne remettait en cause. Et il faisait passer des textes avec l'accord d'une partie de LR ou avec des 49.3. Et aucune motion de censure n'était parvenue à faire chuter le gouvernement. Donc il aurait pu continuer encore 3 ans comme ça. Donc vous pensez qu'il a réellement perdu son pari? Oui, surtout qu'une élection intermédiaire, elles sont toujours mauvaises pour le pouvoir en place. Donc s'ils décidaient tous de dissoudre parce qu'ils perdent les municipales ou les européennes, la France serait ingouvernable. Donc non, il faut savoir laisser passer. Bon, il a fait un coup de poker en pensant que la gauche n'aurait pas le temps de s'unir. Et il ne pensait pas que le RN pourrait encore continuer de progresser. Et malheureusement, ça s'est vérifié pour lui. Donc, en panique entre les deux tours, il s'est dit il ne faut surtout pas que le RN arrive au gouvernement. Donc, il a fait une alliance avec le Front Populaire qu'il conspuait juste avant. Au nom de l'arc républicain. Voilà, au nom de l'arc républicain. Et le problème, c'est que ça a trop bien marché parce que c'est le nouveau Front Populaire qui est le plus important des 3 blocs numériquement. Et je veux dire, moi, c'est absolument pas les gens que je défends, mais la logique parlementaire, en France et dans tous les pays parlementaires, elle voudrait que le chef de l'État appelle un représentant de l'Alliance arrivé en tête, c'est-à-dire le nouveau Front Populaire. Ça me plaît pas de dire, mais c'est la réalité. Villepin disait pareil. Voilà, c'est la règle des régimes parlementaires. Bon, alors, rien ne l'oblige dans la Constitution française à le faire. Il n'y a pas non plus de timing qui oblige. Il n'y a pas non plus de timing, voilà. Le président a nommé un Premier ministre dans les 10, 15, 20 jours. Il y a le budget, il y a le problème du budget qu'on évoquait, mais autrement, il n'y a pas de contrainte à ce niveau-là, et il n'a pas l'obligation. Mais bon, quand même, la logique voudrait ça. C'est pour ça qu'à mon avis, il va essayer de faire une sorte de coalition avec les Républicains, ceux qui sont restés le canal historique, on va dire, pour avoir... Ils ne vont pas forcément entre gouvernements, mais pour avoir une sorte d'accords parlementaires qui permettent à ce moment-là, à ce bloc-là, de repasser au-dessus du nouveau Front Populaire en nombre de députés et de pouvoir faire un gouvernement. Voilà, ça peut être un scénario. Voilà, mais bon, on verra. Mais on rentre dans une situation complexe parce que le scénario noir, c'est qu'il y a effectivement un Premier ministre et un gouvernement, nouveau Front Populaire qui soit nommé. Et même s'ils n'ont pas la majorité et qu'ils ne pourront pas faire passer beaucoup de textes, le simple fait qu'ils soient au poste de commande
c'est inquiétant. C'est-à-dire dans les ministères, tout ça, au ministère de l'Intérieur, ce serait inquiétant. Voilà, donc, on voit quand même qu'avec cet arc républicain qui a été voulu par tout le système politico-médiatique, on se retrouve avec une chambre ingouvernable et que, en fait, les tenants de la République, de LR jusqu'au trotskisme, en fait, on ne peut pas gouverner seulement sur des principes dits républicains. Non, voilà, bah oui, c'est toute la difficulté. C'est quand il faut voter un budget, quand il faut prendre des décisions et faire des sacrifices, là, l'arc républicain, ça ne sert plus à grand-chose, quoi. Voilà, c'était juste de la soupe électorale, mais quand il faut aller dans le dur, ça devient plus compliqué, quoi. Qu'est-ce qui pourrait, selon vous, sonner la fin de la récréation ? Est-ce qu'on peut s'attendre à un événement qui casserait l'ordre économique établi ? Alors le problème, c'est la question de la confiance dans l'économie française, dans la dette de la France. J'ai dit que Bruxelles a mis la France en procédure pour déficit excessif. Les investisseurs étrangers regardent aussi, les agences de notation regardent. Et il faut comprendre qu'on peut très vite basculer dans une crise de confiance. Un peu comme la Grèce dans les années 2010-2011. Mise sous tutelle de la Troïka, voilà. FMI, Commission européenne, Banque centrale européenne. Voilà, des choses comme ça. Sachant que ce sera encore plus compliqué qu'à l'époque, parce qu'à l'époque, la Grèce était quand même un petit pays, donc il y avait eu un plan d'aide de plusieurs centaines de milliards d'euros pour éviter que la Grèce tombe complètement en faillite. Avec la France, c'est impossible. La France est un pays trop important et l'Allemagne ne va pas dépenser des centaines de milliards pour aider la France. Donc s'il devait y avoir une crise de ce style-là, ce serait plus grave et plus dangereux pour la France. Mais ça fait malheureusement partie des scénarios. C'est-à-dire si on continue d'aller dans des hésitations, dans une impossibilité de faire un budget, dans des troubles dans la rue, parce que la gauche, si elle n'a pas Matignon comme elle demande, elle va se reporter sur la rue, et aussi tous les services publics qui le contrôlent, et on pourra aller aussi vers des grèves, des choses comme ça. Et très vite, la confiance envers la France pourrait se dégrader de la part des investisseurs étrangers, mais aussi de la part des entrepreneurs, des chefs d'entreprise français. Aujourd'hui, il faut comprendre qu'il y a beaucoup d'investissements qui sont mis à l'arrêt parce qu'on attend de savoir ce qui va se passer, parce qu'on attend de savoir si le système fiscal va pas se modifier. On sait déjà que le bâtiment et l'immobilier sont quasiment à l'arrêt. Pourquoi ? Alors à cause, il y a la hausse des taux d'intérêt, mais il y a aussi le fait, il y a toujours eu trop d'impôts en France, mais il y a aussi le fait que il y a de l'incertitude. Il y a l'incertitude, il y a le problème. Alors ça c'est mauvais pour l'immobilier parce que c'est un investissement de long terme, aussi bien pour les promoteurs que pour les acheteurs. C'est du long terme, donc quand il y a l'incertitude, on dit on va attendre. Et puis il y a le problème des DPE, le diagnostic de performance énergétique, qui sont en train de fusiller le marché des locations, parce qu'il y a déjà des logements qui ont été sortis, et ça explique en grande partie la difficulté du marché de la location aujourd'hui. Donc c'est-à-dire que c'est en fait le législateur qui empêche à un propriétaire de louer son bien parce qu'il ne respecterait pas les normes environnementales, d'ailleurs imposées par Bruxelles. Voilà, et il faut savoir que le 1er janvier, tous les appartements classés G ne pourront plus être loués. Ça représente plus d'un demi-million de logements. Et ça va être une vraie catastrophe. Alors, ça ne veut pas dire que les locataires vont être mis dehors, mais quand les locataires dans un G partiront, le propriétaire ne pourra plus le remettre sur le marché. Il sera obligé de faire des travaux. Souvent, ces travaux sont trop importants par rapport à la rentabilité. Donc, il mettra en vente. Et on assiste déjà à ces effets-là en ce moment, c'est-à-dire à une pénurie sur la location, parce que le nombre de l'offre de logements locatifs est en train de se restreindre, parce que beaucoup de propriétaires ne veulent pas faire les travaux, et une baisse des prix sur l'immobilier. Parce que justement, il y a des propriétaires, même à Paris, parce qu'ils les mettent en vente parce qu'ils ne peuvent plus les louer. Et ce qui est complètement contradictoire, dans un marché qui marcherait bien, il y a des gens qui achèteraient des logements dont le prix baisse pour les mettre en location. Et à ce moment-là, on rééquilibrerait le marché. Mais là, on n'est pas du tout dans un marché. À cause des DPE, ça fait des travaux énormes à faire. Donc, c'est en train de bousiller le marché. Voilà. Et donc, l'économie est à l'arrêt là-dessus. Et le problème, c'est on en revient, il n'y a pas de gouvernement qui pourrait se rendre compte de l'erreur et ne serait-ce qu'assouplir, ou en tout cas reporter d'un an ou deux ou trois ces DPE, en tout cas la fin de location pour les G. Quoi. Voilà. Il n'y a même pas de gouvernement pour prendre cette décision. C'est ça qui est tragique. Et voilà, donc...
Ce futur gouvernement français, on l'imagine, pourrait donc aller du PS à LR en passant par le centre. On revient sur la question du budget. Donc ce futur gouvernement, comment pourra-t-il le préparer ? En tout cas, le projet de loi de finances sur lequel on est déjà d'ailleurs en retard, puisque les négociations normalement se font entre juin et juillet, pour ensuite que ça coule vers novembre où c'est le vote. Donc comment ce futur gouvernement va pouvoir s'organiser avec un gouvernement plutôt à gauche, tout en tenant compte à la contrainte des 3% de déficit imposés par Bruxelles? Franchement, on ne sait pas. Je crois que personne ne sait aujourd'hui. Voilà. Et le problème, c'est que comme il n'y a pas de solution interne, on risque d'être contraint par l'extérieur, quoi. Soit Bruxelles, soit les investisseurs internationaux, quoi. Ils vont être obligés de tous se trahir, en fait, surtout à gauche. Se trahir, enfin ça, c'est... Non, mais parce que les socialistes, on les connaît, ils aiment la dépense publique. Donc là, on va leur dire à Bruxelles, on va leur dire, au mollo, quoi. Mais moi, le problème que je vois, c'est que le gros risque, c'est une augmentation d'impôts, comme je disais, quoi. Oui. Voilà, donc les Français ne vont pas y échapper, ça. J'ai peur que ça se produise, quoi. Voilà. On verra. Comment est-ce qu'ils pourront financer justement par une augmentation? Sur quoi ils vont taper? On est bien tapé sur l'immobilier parce que c'est un actif qui est là, mais il y a déjà l'IFI. Ce sera un peu compliqué. Il peut y avoir une taxe sur l'épargne. Les Français épargnent beaucoup. Il y a beaucoup d'assurance vie. On peut imaginer une taxe sur l'assurance vie, une taxe sur l'épargne. On peut imaginer la fin du prélèvement forfaitaire unique, c'est-à-dire que quand on revend un actif, que ce soit d'ailleurs des cryptos, de l'or ou de l'immobilier, on paie 30% sur la plus-value. Ça fait partie des bonnes décisions prises par Macron quand il est arrivé, d'avoir un impôt assez limité pour encourager la création de richesse. Bon, ce taux-là pourra être augmenté, malheureusement, donc ça fera fuir les créateurs d'entreprises. Mais voilà, ça permettra de récupérer un peu d'argent, quoi. Voilà. Taxation de l'épargne, comment ça prend forme, ça? On sait que l'assurance vie bénéficie de beaucoup d'avantages fiscaux qui pourraient être mis en cause. Voilà, ce serait une façon de faire des rentrées d'argent, quoi. Alors, je vous propose qu'on parle aussi également avec vous, Philippe Herrlin, des Jeux Olympiques. Les Français ont plutôt applaudi ces Jeux Olympiques. Peut-être qu'ils applaudiront un petit peu moins quand ils auront à payer la facture. Le coût total s'approche des 9 milliards d'euros. Combien les Français, les contribuables, vont-ils devoir payer pour rembourser, pour équilibrer la lubie de Madame Hidalgo? Ça fait partie des mauvaises surprises qu'on constate à chaque Jeux Olympiques. C'est-à-dire qu'on se rend compte toujours, quand on fait les comptes, que les dépenses étaient nettement supérieures à ce qui était prévu. C'est pas une surprise. Initialement, voilà. Donc les Français sont contents parce qu'on a gagné pas mal de médailles d'or. On a pas mal de médailles. Voilà, mais bon, ça fait un peu cher payer la médaille, quoi. Parce que... Donc là, ça fait partie des dépenses publiques qui vont encore alourdir... Ça fait cher pour 15 jours voilà. pour 15 jours devant la télé, quoi. Oui, voilà, en fait, c'était... Pierre Moscovici parle de 3 à 5 milliards d'argent public. Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes. Alors, on n'a pas encore fait de rapport sur ces Jeux Olympiques, mais enfin, 3 à 5 milliards, on avait besoin de ça? Non, ça fait d'autant plus d'argent à trouver en économie pour bloquer le budget. Donc, ça fait partie des mauvaises surprises, ouais. Et de même qu'il y a le ralentissement économique, le ralentissement du bâtiment, tout ça, ça provoque, on le constate depuis le début d'année, depuis l'année dernière, une faiblesse des recettes fiscales de l'État, qui fait que le déficit public de l'État ne se réduit pas ou quasiment pas. On a un niveau de déficit qui est quasiment du même niveau que pendant le confinement, quand l'économie était à l'arrêt et que les gens étaient payés à rien faire chez eux, quoi. Là, l'économie tourne mal, mais elle tourne, et on a un niveau de déficit comparable, quoi. Donc ça veut dire que la situation est beaucoup plus inquiétante que ce qu'elle est en apparence, quoi. Et que les Jeux Olympiques ont servi un peu en déficit, pour cette année, il n'y a que les Italiens qui font pire que nous. On est à 5-6, et eux, ils sont à 6-6, les Italiens. Même la Grèce fait mieux. Voilà, même le Portugal, même l'Espagne. Donc en fait, et ça, c'est quelque chose qu'on voyait depuis assez longtemps, c'est-à-dire que la France, qui pendant longtemps était un peu un mi-chemin entre les États du Nord, vertueux, et les États du Sud, qui étaient laxistes budgétairement, Espagne, Portugal, Italie, maintenant, la France est en train de basculer
dans les pays du Sud, en étant avec des... Comment vous avec l'expliquez, des ce mauvais chiffres. glissement, justement? Alors ça, c'est un... On s'accrochait encore un petit peu, on disait qu'on était le couple franco-allemand. Maintenant, on est plutôt le couple franco-méditerranéen, quoi. Voilà. Mais ça vient de... Ça date de 50 ans de déficit public, d'une culture de déficit public et d'une incapacité à faire des réformes, et quels que soient les gouvernements, et voilà quoi. Donc Francis Maire, déjà, le ministre de l'économie de Chirac, avait dit « Monsieur le Président, on ne peut plus continuer comme ça ». Il lui avait répondu « Non, c'est bon, ça fait 30 ans qu'on marche comme ça ». Fillon qui a dit que quand il était Premier ministre, qu'il était à la tête d'un pays en faillite. Bon, tout n'a fait qu'aller de mal en pis, quoi, voilà. Le président Macron nous a affirmé que ceux qui n'avaient pas cru dans le succès des JO, finalement, s'étaient trompés. Comment ils s'en sortent, les commerçants français, ceux qui espéraient avoir la manne du monde entier qui allait venir à Paris? On s'en sort comment à Paris? Moi, je ne suis pas sûr que ce soit un succès, les JO, parce que quand on regarde justement les commerçants, ceux qui étaient tout proches des sites olympiques, ils profitaient des touristes et des gens qui allaient sur ces sites. Mais le reste de Paris, c'est plutôt une baisse d'activité. Parce que les gens ne sont pas venus, il n'y a pas eu un surcroît de tourisme à Paris pendant l'été. Il y a plutôt un effet d'éviction, c'est-à-dire ceux qui envisageaient de venir à Paris pour voir les musées, ils ont dit on va laisser tomber cette année parce que les prix sont plus élevés. Ils ont été remplacés par des amateurs de sport. Voilà, mais en volume, il n'y a pas énormément de différence, il n'y a pas eu de surplus notable. Et c'est des gens qui sont concentrés sur les sites olympiques et les restaurants autour. Donc ceux-là, ça va, ça en peut profiter. Et pour le reste de Paris, c'est plutôt une baisse. Voilà. Donc les commerçants n'en ont pas profité. Et quand tu as parlé de succès public, juste avant le début des JO, on nous annonçait qu'il restait beaucoup de places disponibles. Ensuite, on n'en a plus entendu parler. Alors, comme on a vu, ça a été masqué par la communication, mais ils n'ont pas vendu toutes les places. Ils ont bradé peut-être les prix. Ils ont peut-être bradé au dernier moment ou donné des invitations. Mais voilà, donc c'est pas. En plus, avec le bouclage de Paris, avec des grillages partout dans les 10 jours qui précédaient la cérémonie d'ouverture. 44 000 grilles dans Paris. Voilà, ça a dégoûté et ça a ulcéré beaucoup de Parisiens qui sont partis. Et aussi pas mal de touristes, quoi. Donc le bilan, je pense même pas qu'il soit positif en termes économiques et en termes de fréquentation. Voilà. Les taxis parlent de moins 50% de recettes, tous les taxis, et les restaurateurs moins 35%. Et les hôtels, dans l'hôtellerie, on allait jusqu'à moins 70% les hôtels de n'ont pas baisse fait de le plein. réservation. Voilà, les hôtels n'ont pas fait le plein, les Airbnb n'ont pas fait le plein, donc ça, on ne peut pas parler de succès, c'est encore de l'esbrouf de Macron, ça. On a assisté également, Philippe Herrlin, vous le constaterez avec moi, d'un effondrement des bourses du monde entier. C'était début août, le S&P 500 américain en baisse, le CAC 40 en baisse, le Nikkei japonais également en baisse. Pourquoi cet été est-il meurtrier sur les marchés? Quelle est la cause? Est-ce qu'on peut identifier une cause? Alors en fait, il y a eu un crack violent, mais qui a été récupéré dans les jours qu'on suivit, alors que sur le moment, on pouvait se dire que ça aurait pu être une crise grave, mais en tout cas, ça montrait quelque chose de grave, qui s'appelle le carry trade sur le yen japonais. Alors je vais expliquer très simplement, c'est que le yen, c'est une monnaie où les taux d'intérêt sont de 0 ou à peine plus. Et donc, ce que font beaucoup d'investisseurs, alors ce n'est pas des particuliers, c'est des fonds d'investissement, des investisseurs, c'est d'acheter du yen japonais, de le placer sur le dollar ou sur l'euro, qui eux rapportent des taux d'intérêt, ou de le placer sur la bourse, qui elles sont en croissance et rapportent de l'argent. Et puis vous avez de l'argent gratuit, c'est-à-dire que ça ne vous coûte rien en intérêt, avec lequel vous faites des placements qui vous rapportent des intérêts ou du rendement si ce sont des actions. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement rentable et il y a des volumes énormes, quoi. Sauf que la Banque centrale du Japon, là, pendant l'été, a décidé de modifier sa politique et de relever un tout petit peu ce taux d'intérêt. Alors c'est 3 fois rien, mais c'est le signe. C'est l'effet papillon, c'est le signe qui a été envoyé que tout d'un coup, la Banque du Japon allait quand même mettre des taux d'intérêt. Et donc, il y a beaucoup de gens qui avaient noué des positions de carry trade comme ça, c'est-à-dire empruntés, qui ont dû les dénouer en catastrophe, parce que en plus, le yen est monté, donc rembourser d'une monnaie qui monte, ça vous coûte de l'argent. Et donc, c'est ça qui a provoqué un crack. Ensuite, la Banque du Japon a dit « Ah, ok, si ça fait trop de dégâts, j'arrête d'augmenter les taux d'intérêt. » Donc, ça a calmé le marché. Maintenant, c'est une situation qui est quand même instable et qui n'est pas saine à long terme. Donc,
Moi, je dirais ce que ça montre d'une façon plus générale, c'est qu'il y a trop de dettes partout dans le monde. Occidental, en tout cas. Donc le carry trade, c'est un exemple. Ça concerne le monde occidental, cette dette, ou c'est le monde entier? C'est aussi le pays émergent. Parce qu'on voit ça en Chine. Oui, la Chine, c'est très endetté, mais les Russes sont assez désendettés. Alors en Chine, par exemple, c'est différent. En Chine, ils ont une dette interne sur l'immobilier, parce que le gouvernement a poussé à fond le marché immobilier, a poussé les Chinois à s'endetter pour acheter de l'immobilier. Et là, les banques ont trop de crédit, les revenus des Chinois ne suivent pas, et il y a une bulle immobilière énorme, il y a eu des faillites de promoteurs. Donc, Evergrande. Voilà, Evergrande, tout ça. Le Japon, c'est le problème du carry trade, et puis le problème de la dette interne, ils sont à plus de 200% du PIB. En Europe, on a aussi trop de dettes. Les États-Unis, ils ont aussi trop de dettes, ils ont franchi le 35 000 milliards de dettes fédérales. Voilà. Donc, et dans beaucoup de pays émergents, il y a aussi trop de dettes, trop de planches à billets, trop d'inflation. Voilà. Donc on est dans une situation qui est instable. Voilà. Il faut le savoir. Et donc, les bourses montent, il y a quelques actifs qui montent, l'or monte, mais ça c'est plutôt un signe que ça va mal. Un signe d'inquiétude. Et moi je conseille aux gens, voilà, c'est d'avoir de l'or, un peu de Bitcoin c'est plus volatile, mais et de l'or, parce que ça, c'est du costaud. Et le fait que l'or monte... De l'or en physique et chez vous. Voilà, il a franchi les $2500 l'once d'or, hein, qui est un chiffre quand même symbolique. Donc ça fait 10 fois par rapport aux années 90. On était à $250 l'once. Hein. Donc voilà, il y a trop de dettes partout, depuis le début des années 2000 surtout. Et on va le payer. Donc là, c'est une secousse qui ne s'est pas traduite par une crise. Ça aurait pu, mais ça ne s'est pas traduit par une crise. Mais il y en aura d'autres. Des chocs comme ça, hein, et c'est les risques, voilà, c'est le problème. Est-ce que cet effondrement des bourses, c'est peut-être pas aussi le résultat d'une information qu'on n'a pas, à savoir l'arrivée d'une troisième guerre mondiale, la crise de la zone euro, on la connaît, mais on n'en connaît pas l'ampleur aujourd'hui, mais elle va arriver. Une faillite bancaire, tout le monde en parle. On avait déjà vu aux États-Unis et en Suisse, avec le Crédit Suisse, des faillites en chaîne. Et puis, vous le disiez, cette banque du Japon qui est en grande difficulté. On sait que dans le milieu des marchés, c'est une question d'information. Il y a certaines grandes familles au XIXe siècle qui ont bâti leur richesse sur le mensonge, sur le détournement de l'information. Moi, j'ai l'information en premier, puis je déforme le marché pour m'enrichir. Il y en a quelques jours avant ce crack, justement, sur les carry trades japonais, là, Warren Buffett a vendu une grande partie de ses actions. Donc, il y en a qui ont du flair, il y en a qui ont du nez, ou qui ont peut-être des informations, qui ont l'info, ouais. ou qui ont peut-être des infos avant, qui a peut-être des contacts à la Banque du Japon, je ne sais pas. Enfin, voilà, oui, c'est une situation... Mais ça, le problème, le fait d'avoir des infos, ça, pour des particuliers, c'est compliqué. C'est pour ça que moi, je dis, mettez pas tout en assurance vie, sortez de l'euro et des placements classiques bancaires. C'est pour ça que je conseille, j'ai pas changé de conseil depuis des années. Vendez votre contrat assurance vie, sortez vos fonds de l'Union européenne. Oui, assurance vie, il y a des avantages fiscaux dans l'assurance vie. Moi, je ne suis pas spécialiste de ça, donc il faut les regarder avant éventuellement de sortir. Oui, au moment de la succession, voilà. Il y a quand même des avantages, donc il faut prendre cet aspect-là en compte. Mais autrement, en termes de rendement, c'est quand même pas terrible, hein, l'assurance vie. Hein. Ça fait même pas l'inflation, quoi. Donc, il faut se poser des questions, quoi. Voilà. Et puis, s'il y a une crise plus grave, Cette incertitude, vous la pointez du doigt, Philippe Herrlin, c'est quoi la conséquence sur les marchés boursiers ? La volatilité, c'est-à-dire le risque de crise qui augmente, parce que les marchés boursiers montent, effectivement. Mais en fait, dire que la bourse monte, c'est un abus de langage, parce que quand on regarde concrètement, on voit qu'il y a seulement quelques valeurs qui montent. Sur le CAC 40, en France, c'est des actions de luxe, hein, LVMH, Kering, L'Oréal et Hermès. Ils représentent presque 40% de l'indice. Ces 4 sociétés-là, sur 40. Mais ça marche. Pour l'instant, ça marche. Le luxe français marche, c'est des valeurs... très bien, c'est très belle valeur. Quand on regarde les États-Unis, le S&P 500, donc c'est les 500 plus grosses valeurs, c'est l'indice de référence là-bas. Il y a 7 entreprises, les super magic, là, donc qui sont dans la tech, en fait. Donc c'est les GAFA, Google, Apple, Amazon... Facebook, plus Nvidia qui fait des puces pour l'intelligence artificielle, plus Tesla, et puis j'ai dit, et Apple, enfin voilà, on est à peu près tous.
Ces 7-là représentent presque 40, plus de 30% de l'indice à eux tout seuls, 7 sur 500. Et c'est elles qui montent. Si on enlève ces 7-là, le S&P 500 est quasiment stable. Donc on a une déformation, c'est-à-dire dire que la bourse gagne à tous les coups, c'est faux. Ceux qui ont acheté des actions bancaires il y a 10 ans, ils sont encore au même niveau aujourd'hui, quoi. Ou même la distribution, c'est des marges très faibles, ça marche. Carrefour, tout ça, c'est pas terrible, quoi. En fait, il y a quelques valeurs, et ça, en soi, c'est quelque chose de bullaire, il faut le comprendre. Alors, ceux qui ont acheté ces valeurs-là il y a quelques années, ils ont fait une très belle opération, bravo, mais il faut savoir que c'est extrêmement instable. Et en fait, c'est pas la bourse qui monte, c'est quelques valeurs internationales de très belles entreprises, hein. Mais les choses peuvent se retourner aussi, et elles sont quand même gonflées, justement par tout cet argent qui est en trop et qui cherche à se placer, quoi. Voilà, parce que les placements classiques ne rapportent plus rien, il y a de l'inflation. Donc on va vers où? On va vers les grosses actions qui en profitent, mais elles sont aussi un peu gonflées, quoi. Voilà. Cette instabilité des marchés, elle incite les entrepreneurs à s'exiler de France. Comment vous le voyez, ce phénomène depuis des mois? Total menace de déménager sa cotation outre-Atlantique. Alors ça, c'est pas tellement l'instabilité en soi, c'est le problème qu'il y a trop d'impôts et de taxes en France et que ça décourage l'investissement. Mais Emmanuel Macron nous a dit que la France était redevenue le pays le plus attractif pour les investisseurs. Alors ça, il se trompe ou quoi? Il y a une part de vrai, une part de faux. La France, de toute façon, la France fait partie des grandes économies mondiales. Encore. Et puis on a une situation, on a un marché intérieur. On n'a plus d'industrie, on fait encore partie des grands. Mais on a encore un marché intérieur, une consommation importante. Pourquoi? Parce qu'elle est financée par la dette. Bon, on a une consommation. En France, c'est un pays qui consomme. C'est un marché. Toute entreprise mondiale doit être présente en France parce que c'est un marché important. Donc ça joue. Et puis dans les investissements qui viennent en France, en fait, beaucoup ce sont des rachats en fait. Quand une entreprise étrangère vient racheter une entreprise française, on considère ça comme un investissement, mais en fait c'est un rachat, c'est plutôt un appauvrissement. Ça veut dire qu'on n'est pas capable de financer nous-mêmes nos propres entreprises. Elles sont rachetées par des investisseurs étrangers, donc c'est pas forcément positif, quoi. Mais tout est mis dans le même paquet, quoi. Voilà. Donc non, la France est pas spécialement attractive. Elle l'est, mais à la mesure de la taille de son entreprise. Mais il y a quand même trop de taxes et trop d'impôts, ce qui fait que beaucoup d'entrepreneurs et d'entreprises partent à l'étranger. Total. Est-ce que c'est plutôt des grosses entreprises? C'est l'entrepreneur moyen? Il y a aussi des jeunes qui sortent d'école de commerce qui ne veulent pas payer. Ils peuvent avoir des gros salaires, ils ne veulent pas payer 40% d'impôts sur le revenu, quoi. Et je les comprends, ils vont travailler à l'étranger, quoi. Il y a aussi des grosses entreprises. Total, ils payent beaucoup d'impôts en France. Je rappelle, on parlait des Jeux Olympiques tout à l'heure. Total, au départ, ils voulaient faire partie des top sponsors des JO. On devrait être fier de ça. Total est fier de contribuer à l'économie et à la réussite de l'événement. Et Anne Hidalgo a dit non. Hors de question qu'une entreprise présente dans les fossiles finance les JO. Et Anne Hidalgo a mis son veto à ce que Total finance les JO. Après, est-ce qu'on peut s'étonner que face à une telle muflerie, Total dise je vais aller me faire coter à New York ou à Amsterdam, quoi. À Paris, ras-le-bol, quoi, si je suis. Bon. Donc c'est aussi ça. Il y a les questions du poids des taxes et des impôts, mais il y a aussi le fait qu'on ne reconnaît pas le travail des entrepreneurs, des créateurs d'entreprises, des grandes entreprises dont on devrait être fier, quoi. On devrait être fier d'avoir un des grands majors mondiaux du pétrole. Total, voilà. Qui a été construit par Alpha Prigent et d'autres. On devrait être fier d'avoir une grande entreprise comme ça, qui génère énormément d'activités. Bon. On sait ce qu'il est arrivé à EDF. Trop de taxes, trop d'impôts. On nous a quand même présenté le président de la République dès le début de son arrivée à l'Élysée comme étant le Mozart de la finance. Pourquoi il ne s'est pas attaqué aux mastodontes, aux mammouths, comme disait M. Allègre à la fin des années 90? Ça, c'est l'occasion manquée. C'est-à-dire... Mais il est comme ça, en fait, Emmanuel Macron. Il a les menottes. Manifestement, oui. Mais quand il est arrivé au pouvoir en 2017, il a eu l'occasion de taper dans la fourmilière et puis justement de faire ce programme de réduction des dépenses publiques pour pouvoir baisser les impôts et les taxes et permettre une croissance plus forte de l'économie. Il a fait un tout petit peu. Alors, il y a eu le PFU, le prélèvement forfaitaire unique, qui était un petit progrès par rapport à ce qu'il y avait avant. Il a supprimé les SF. Mais il a gardé l'IFI sur l'immobilier, ce qui n'était pas une bonne idée, mais enfin, c'est mieux que rien. Bon. Il y a eu quelques petites avancées dans la loi Pacte au début de son premier mandat, et puis ça s'est arrêté là. Il n'y a rien eu, quoi. Parce que,
on se rend compte que c'est Mais qui lui a imposé, qui l'a freiné en fait? Parce qu'il commençait peut-être pas trop mal et puis il s'est bloqué tout de suite, quoi. C'est quoi? C'est Bruxelles qui lui a dit non, c'est pas Bruxelles, pas du tout. Non, je pense que c'est la haute administration. C'est un manque de volonté politique, un manque de compréhension, le refus de l'effort. Voilà, le refus de l'effort, le refus d'affronter les syndicats. Voilà. Est-ce qu'il en avait même la volonté? Il a su se vendre comme jeune banquier, sous-entendu pro-business, ce qui peut-être n'a jamais été, parce que même quand on regarde sa carrière dans la banque, elle s'est fait beaucoup par piston, par relationnel, plus que sur ses qualités intrinsèques. Donc déjà rien que ça, c'était un peu une arnaque qu'on nous a vendue, quoi. J'entendais ces derniers jours beaucoup d'observateurs économiques redouter une nouvelle crise des subprimes, comme ce qui était arrivé en 2008 aux États-Unis avec la chute de Lehman Brothers. Elle partirait cette fois d'Europe à cause, dit-on, du shadow banking. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette notion du shadow banking? Le shadow banking, c'est parce que comme la banque, le secteur bancaire est quelque chose de très réglementé, qui est excessivement réglementé, justement pour... Le système bancaire est réglementé? Le système bancaire en France et en Europe, avec les normes BAL 3, etc., est très réglementé. Par exemple, une banque ne peut pas acheter de l'or. On pourrait penser que ce serait une bonne chose que toutes les grandes banques françaises aient quelques dizaines de tonnes d'or dans leur coffre, parce que ce serait un vrai actif résilient en cas de crise. Mais en fait, non, s'ils achètent de l'or, c'est considéré par la législation bancaire comme quelque chose de volatile, et donc ils sont obligés de mettre de l'argent en contrepartie pour protéger contre ces variations. Alors qu'en fait, non, c'est l'or, c'est que bon. Et il y a aussi la législation qui les oblige, justement, pour avoir un bilan solide, à acheter de la dette de l'État. Parce que les États ne font jamais faillite. Donc avoir la dette de l'État dans son bilan, c'est considéré comme une bonne chose. C'est bien vu, juste. Voilà, c'est bien vu. En fait, non, c'est pas une bonne chose parce qu'on se rend compte que les États peuvent faire faillite, premièrement. Et deuxièmement, c'est une législation qui a été faite par les États pour obliger les banques à acheter leur dette, la dette qu'ils émettent. Donc c'est des systèmes qui sont pas sains, qui brident le métier de bancaire, en fait. Et comme c'est un métier qui est trop réglementé, il y a du shadow banking, c'est-à-dire des services bancaires qui se font en dehors de cette législation. C'est-à-dire ce sont des banques qui n'ouvrent pas des comptes pour les particuliers, donc elles ne sont pas exposées à cette législation, mais elles font des choses hors bilan. Du genre, est-ce que BlackRock, les grands noms... c'est un fonds de pension, c'est un gestionnaire de fonds. Mais shadow banking, non, c'est des opérations bancaires qui sont faites pour des grands groupes ou pour des gestions de fortune, des choses comme ça, mais qui ne sont pas réglementées, quoi. C'est pas de l'illégalité, c'est juste qu'il n'y a pas de législation, quoi. C'est pas illégal. Ils se mettent... Il n'y a pas de cadre. Ils ont un cadre qui est beaucoup plus léger. Voilà. Ils passent par des paradis fiscaux, machin, bon, voilà. Le problème, c'est que tout ça, on a du mal à l'évaluer, et c'est une source de crise, voilà. Mais des sources de crise, il y en a plein. On parlait tout à l'heure de l'immobilier, on parlait du carry trade japonais, enfin voilà. Le problème, c'est qu'il y a trop de dettes partout, et qu'il y a des risques qui apparaissent partout. Ceci dit, la prochaine crise, au moment où ça arrivera, ça se trouve, on découvrira un secteur, ou on découvrira une entreprise, ou on découvrira un fonds que personne ne connaissait et qui provoque une crise. Voilà, c'est difficile de prévoir à l'avance. Ouais. La seule chose qu'on peut dire, c'est qu'il y a trop de dettes par rapport au système et que ça génère des crises, de la volatilité. Voilà. Certains avaient quand même vu arriver la crise de 2008. Très peu, en fait. Oui, il y a quelques investisseurs qui avaient compris le problème des subprimes. Mais... En tout cas, pire, il y avait certaines personnes chez Natixis qui nous avaient dit que tout allait bien dans le meilleur des mondes, à quelques jours avant. La plupart des banquiers... la plupart des banquiers... de toute façon, ils disent toujours que tout va bien. N'ont pas vu, on n'avait pas eu le problème. Ça, c'est... Alors, revenons à ce problème de la dette. Philippe Herrlin, vous avez écrit cet article dans le site or.fr. Vous avez, en fait, vous dénoncez le fait que la France ne communique absolument pas sur les pays détenteurs de sa dette. On ne sait pas qui détient la dette à l'extérieur du pays. Je rappelle qu'il y a pour 54% de notre dette publique qui est détenue par des non-résidents, comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire par des étrangers. Le ministre des Finances, Bruno Le Maire, a affirmé que cette information était pourtant publique. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Alors ça, c'est un mensonge.
Et c'est un mensonge que je dénonce depuis plusieurs années, dans les livres que j'ai écrits sur la dette de la France, déjà il y a plusieurs années. Il y a à peu près un peu plus de 3 000 milliards de dettes publiques en France. 54%, vous l'avez dit, sont détenus par des non-résidents, des pays étrangers, des banques, des fonds d'investissement ou autres. Mais on ne connaît pas le montant par pays, alors qu'on le connaît pour les États-Unis, par exemple. Alors d'ailleurs, j'ai regardé pour les États-Unis, on apprend que 283 milliards de la dette fédérale américaine est détenue par la France, enfin par les institutions françaises. On a de la dette américaine. On a la dette américaine, c'est-à-dire les banques ou les sociétés d'assurance possèdent 283 milliards de dette américaine. Mais on ne connaît pas la liste des pays et le pourcentage de détention de la dette française, qui est quand même une information cruciale. Et dernièrement, Bruno Le Maire, qui a été interrogé par un économiste, Tom Benoît, sur TV5 Monde, lui a dit, mais si, c'est une information qui est tout à fait publique, c'est un mensonge. Et justement, au début juillet, l'agence France Trésor, qui est la division de Bercy, qui s'occupe de gérer la dette de l'État, a publié son rapport annuel, que j'ai regardé dans le détail. Il n'y a aucune information sur... L'AFT liste seulement, dit-elle, des pays visités. Alors voilà. Alors après, elle fait le détail par continent. Alors voilà, une information que j'ai trouvée dans le rapport et que je trouve intéressante par rapport à la question qui nous préoccupe, c'est que l'agence France Trésor, pour vendre la dette de la France, elle fait des tournées mondiales. Et elle a mis la liste des pays. Donc on peut se douter que la liste des pays qui sont visités par l'agence France Trésor, ce sont aussi ceux qui en détiennent beaucoup. Et donc quand on reclasse tout ça par continent, on voit qu'en Asie, il y a la Chine, le Japon, ce qui est assez logique parce que c'est des pays qui ont un excédent commercial vis-à-vis de la France. Donc ils récupèrent plus d'euros, ils récupèrent des euros et il faut bien les placer, donc ils les placent dans la dette française. Mais en tout cas, ça montre que la Chine a aussi un certain pouvoir par rapport à la France, parce que quand vous détenez plusieurs centaines de milliards, alors on ne sait pas combien exactement, mais ça doit être de l'ordre de plusieurs centaines de milliards de bons du Trésor français, Pékin peut aussi un certain pouvoir. Pourquoi c'est un problème, Philippe Herrlin, de ne pas connaître exactement qui détient notre dette ? Parce que c'est une question géopolitique. Expliquez-nous. Ça veut dire qu'on peut être dépendant de certains pays, quoi. Voilà. Et ça, c'est une information qui devrait être connue de tous les Français, qui devrait être connue des députés, qui devrait être connue des élus, et qui devrait être connue de tous les Français, quoi. Par exemple, on voit en Moyen-Orient, il y a 2 pays qui ont été visités, c'est le Qatar. Alors on sait que le Qatar a déjà de nombreux intérêts en France, il possède le PSG. Oui, Nicolas Sarkozy était très ami. Il possède beaucoup d'actions du CAC 40, de l'immobilier. Et puis l'autre pays qui apparaît aussi, ça c'est intéressant, c'est les Émirats Arabes Unis. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de Français qui savent que la France a quelques bases militaires permanentes dans le monde. Elles sont toutes en Afrique, sauf une qui se trouve justement aux Émirats Arabes Unis, à Abu Dhabi. Exactement. Donc c'est un pays avec lequel il y a des liens très étroits qui ne sont pas seulement financiers, mais aussi militaires. En Europe, on voit il y a plusieurs pays comme l'Autriche, l'Espagne, des pays de la zone euro. Il y a le Royaume-Uni et la Suisse qui ne sont pas dans la zone euro. Et on voit aussi qu'il y a le Luxembourg. Alors ça, c'est amusant parce que c'est un paradis fiscal, le Luxembourg. Mais ça ne gêne pas. Mais ça gêne pas du tout Bercy d'aller faire de la promo au Luxembourg. Pour placer sa dette, quoi. On a plus blanc que blanc au Luxembourg. Oui, voilà, c'est-à-dire qu'on critique le paradis fiscal, mais quand il faut placer la dette française, là, on oublie ça et on va au Luxembourg pour vendre la dette française. Et puis, alors en Amérique, il y a les USA, le Mexique, et puis en Afrique, il y a un seul pays qui est le Maroc. Alors je me dis, tiens, mais pourquoi le Maroc achète de la dette de la France, quoi? Et je me suis dit, en fait, le Maroc, ils nous vendent pas grand-chose, mais s'il y a quand même quelque chose qu'ils nous vendent en grande quantité en France et dans toute l'Europe, c'est le cannabis. On sait que c'est un producteur important de cannabis. J'ai regardé sur Internet, notamment un article Wikipédia tout à fait sourcé, qui explique que le Maroc récupère tous les ans 12 milliards d'euros de son trafic de drogue. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'euros qui arrivent au Maroc, et ensuite, il faut bien les recycler. Alors, ce n'est pas directement les trafiquants de drogue qui achètent des obligations d'État, c'est pas ça. Mais ils ont des petits commerces là-bas. Voilà, c'est de l'argent qui est blanchi progressivement via des commerces, qui est mis dans des banques marocaines qui ne sont pas dupes, mais elles ne vont pas refuser 12 milliards, pour que cet argent aille à l'étranger. Et donc, c'est des banques marocaines qui se retrouvent avec beaucoup d'euros, qui, pour que ça rapporte de l'argent, achètent des OAT, des bons du Trésor français. Ça veut dire que Bercy est tout à fait conscient qu'il sert de lessiveuse
pour l'argent de la drogue du Maroc, quoi. Voilà. Et alors, quand on voit tout ça, tout ce qu'on vient de dire, on comprend que l'AFT, l'Agence France Trésor, Bercy ne veuille pas rendre public les montants, parce que là, le montant, c'est pas pour le Maroc, ça se trouve, c'est des sommes énormes, mais bon. Mais on comprend qu'ils ne veulent pas trop révéler, parce que ça donne des informations sur les liens de dépendance et les faiblesses de la France, quoi, qui est obligée de quémander pour placer sa dette. Voilà. Cette crise de la dette, Philippe Herrlin, elle est susceptible, en tout cas c'est ce que pensait Bruno Le Maire, de mettre la France sous tutelle, une tutelle qui serait dirigée, on ne sait pas, peut-être par la Banque centrale, le FMI. À quelles conditions ces institutions pourraient décider de nous mettre sous tutelle, peut-être aussi avec notre accord, mais c'est quoi l'événement déclencheur? L'événement déclencheur, c'est une perte de confiance des investisseurs étrangers dans la dette de la France. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Quand on émet de la dette, il y a même plus d'offres que de demandes, donc ce n'est pas le cas. Mais ça, c'est des choses qui vont très vite. Quand il y a une question de confiance sur les marchés financiers, ça se perd très rapidement. Voilà, on l'a vu, on parlait du carry trade sur le yen japonais tout à l'heure. Voilà, quand la confiance s'évanouit, tout d'un coup, il n'y a plus d'argent. Et ça, c'est quelque chose qui nous pend au nez. Voilà. On va terminer par cette information un petit peu en parallèle. Vous aviez déclaré il y a un an, quasiment jour pour jour, sur CNews, cette phrase: le réchauffement climatique anthropique, est un mensonge, une escroquerie. À un moment, il va falloir poser les choses scientifiquement. Cette phrase que vous aviez tenue il y a un an a valu à CNews une amende de 20 000 €. C'est ce que l'Arcom a déclaré là il y a quelques semaines. Vous avez coûté 20 000 € à CNews. Vous êtes c'est complètement effarant. Un gros méchant, mais quel est le problème avec le réchauffement climatique? Ça, c'est complètement effarant. C'est une déclaration que j'ai faite le 8 août au soir sur CNews. Je ne t'ai pas invité pour ça d'ailleurs, je t'ai invité pour parler de différents sujets. Et au dernier moment, le climat est venu, donc j'en ai profité. J'ai dit non, mais le réchauffement climatique anthropique, je le remets en cause pour telle et telle raison. Notamment le fait que ce n'est pas une loi de la physique, mais un modèle, et que c'est deux choses différentes au niveau épistémologique. Oui, il faut faire la différence entre une équation et un modèle. E égale MC2, c'est une loi que personne ne remet en cause, qui est absolument démontrable physiquement, et c'est comme ça que fonctionnent nos centrales nucléaires. Donc, personne ne remet en cause E égale MC2. Le modèle, il fait des projections. Mais pour le réchauffement climatique anthropique, provoqué par l'homme, il n'y a pas d'équation de ce genre. Il y a des modèles du GIEC, il y en a plusieurs d'ailleurs, qui essaient de prévoir ce qui se passe et qui se trompent plus ou moins. Voilà, donc ce n'est pas la même chose. Et engager toute une transition énergétique sur la base de modèles, moi j'ai dit non, c'est trop dangereux, c'est pas suffisamment établi. Voilà. Donc je suis allé à CNews pour expliquer ça, c'est quand même pas sorcier. Et donc j'ai appris donc le 10 juillet que l'Arcom avait condamné CNews à 20 000 € d'amende pour mon intervention, en arguant du fait dans leur communiqué qu'il n'y avait pas de contradiction, ce qui est faux, parce que quand je me suis exprimé, il y avait une étudiante en thèse climatologue qui a commencé d'ailleurs la séquence par dérouler sa théorie. Ensuite, deux autres personnes du plateau sont intervenues dans le même sens. Moi, je suis intervenu pour dire que je n'étais pas d'accord. À un moment, le journaliste m'a même coupé pour redonner la parole à la climatologue, ce qui est tout à fait normal. Le journaliste, c'est dans son rôle, il doit challenger, il doit mettre en discussion. Bon. Et puis ensuite, j'ai terminé et l'émission s'est arrêtée. Mais il y a des groupes d'écolos comme Quota Climat ou autres qui ont porté plainte auprès de l'Arcom. Et donc, le processus a pris presque un an, parce que c'est le 10 juillet que l'Arcom a sévi pour 20 000 € d'amende. Et ils écrivent dans leur texte absence de contradiction, ce qui est faux. Donc, moi, j'ai dit à CNews, portez plainte. J'ai écrit à l'Arcom, toujours pas de réponse. Mais il y avait bien une contradiction. Mais ce que ça veut dire, là, c'est très dangereux parce que c'est la liberté d'expression qui est remise en cause. Ce n'est pas uniquement la question du réchauffement climatique. Parce que s'ils font ça sur le réchauffement climatique, ils peuvent le faire sur d'autres sujets. On ne peut pas débattre du réchauffement climatique anthropique. Ça et d'autres choses, parce que le même jour... la nature anthropique du réchauffement climatique. Voilà, on ne peut pas en discuter. Et d'autres choses. La présidente de Radio France avait dit qu'on ne donnerait pas la parole aux gens qui remettent en cause le caractère anthropique du réchauffement climatique. Sur Radio France, il y a une charte tout à fait publique qui explique que les climato-sceptiques ne seront jamais invités. Donc la seule
un des derniers à inviter des climato-sceptiques, c'était CNews. Là, c'est fermé. Il ne va plus rester grand monde. Voilà, donc écoutez TV Liberté et soutenez TV Liberté, où il y a quand même une liberté d'expression qui est enviable et qui se rétrécit. À rendre à l'Arcom encore. Voilà, et qui se rétrécit de plus en plus. Donc il faut soutenir les médias indépendants. Merci à vous, Philippe Herlin. Merci à vous tous de nous avoir suivis pour ce premier numéro de rentrée. On se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Salut.